Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien et bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne La Fabrique qui pique, la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions. Aujourd'hui, thème de la vidéo, c'est les amusettes du mercredi, donc ça tombe bien, on va y répondre. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book offert des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pour toute la saison en dessous dans la description. Tu as aussi les stages, les formations prises en charge via ton CPF, que ce soit sur de l'apiculture bio, sur de l'apiculture, permaculture. Il y a plein de choses à voir, donc je te laisse aller voir en dessous dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche à côté de s'abonner si tu es averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, on attaque, je vais prendre la première question. Delphine VZN me demande si j'utilise Happy Life VAR sur les ruches kenyanes et si oui, est-ce que je place les mousses en bas? Alors ça dépend du modèle de ruche kenyane que tu as. Si tu as des modèles kenyanes du plus gros fabricant français de matériel en apiculture, ça va être compliqué de les placer au-dessus puisqu'il n'y a pas de jour sur les barrettes, entre les barrettes. Après, sauf si tu as fait une manip maison pour, on va dire, percer et avoir un espace même de nourrissement, ça reste compliqué. Donc malheureusement, oui, si tu traites sur Kenyan, tu vas être obligé de mettre les mousses sur le bas, sur les côtés. Ou alors, il faut que tu adaptes en saison des barrettes pour laisser assez d'espacement pour pouvoir mettre justement le traitement par le dessus. Donc c'est l'une des problématiques actuellement qu'il y a aussi sur la Kenyan, c'est cette jonction sans avoir la possibilité d'adaptation en fait. On fera une vidéo soit cet hiver, soit début de saison prochain sur d'autres modèles de ruches horizontales qu'on va tester. Donc reste attentif, mais oui, en l'occurrence, si ta colonie est peuplée et que tu n'as pas fait de modification, tu vas être obligé de mettre les mousses par le bas si ta colonie nécessite un traitement. Seconde question de Valérie Ventier, j'espère que je ne fais pas de faute sur le nom, sinon n'hésite pas à me le laisser en commentaire, qui nous demande qu'est-ce qu'on utilise comme stylo pour écrire sur les toits. Elle est désolée pour la question qui peut sembler futile apparemment. Je vous rappelle, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous voulez les poser, on y répond sur les amusettes et ou des fois c'est plus technique, moins généraliste. À ce moment-là, on peut y répondre aussi en privé des fois sous vos questions, mais on essaie d'en passer au maximum dans les amusettes. Donc il n'y a pas de questions bêtes, posez-les. On n'est pas sur les réseaux sociaux ici où dès qu'on pose une question, on se fait harceler par 15 000 retours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a demandé et en plus on se fait insulter, donc il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on utilise comme stylo? On utilise des stylos Posca, tout simplement. C'est des stylos qui servent aussi à marquer les rennes pour ceux qui font des marquages de rennes. Voilà, tout simplement, stylo Posca. Autre question de Amizour qui me demande s'il place au-dessus d'une ruche une hausse sans cadre, est-ce que ça va diminuer la température à l'intérieur de la colonie lors de fortes chaleurs? Alors, mettre une hausse au-dessus d'une ruche pour diminuer la chaleur dans la colonie, oui, tu auras moins d'abeilles qui feront la barbe, j'ai envie de dire, devant ta colonie, puisque le volume sera augmenté. Maintenant, sans cadre, je ne te le conseille pas, même si on est sur des périodes où les abeilles ne bâtissent pas forcément, je te conseille quand même de laisser les cadres, et puis ça serait dommage en plus si tu as des cadres bâtis ou pas, si tu as du stock de matériel, voilà, de le mettre sur le côté, ça sera peut-être un peu sale, bon je sais pas où tu vas stocker, mais autant laisser avec les cadres à l'intérieur. Les cadres sont vides ou juste étirés, mais il n'y a pas de stock à l'intérieur, c'est pas ça qui va faire augmenter la température. Voilà, donc tu peux mettre une hausse dessus avec cadre, je te conseille. Maintenant si tu veux faire sans cadre, fais sans cadre, mais attention au risque de bâtisse du coup dans le nourrisseur et surtout sur le couvre-cadre qui sera au-dessus. Question de Bernard Maître qui me demande avec quoi faut-il nourrir des ruches faibles. Alors j'ai envie de te dire, ça dépend de la saison et ça dépend ce que tu appelles ruche faible. Je vais partir sur une ruche faible en début de saison potentiellement, ou voilà, milieu de saison on va dire. Là tu nourris au sirop. Pourquoi? Parce que ça va stimuler là aussi la ponte de la reine et ça va éviter du fait qu'il y ait peu d'abeilles, qu'elles se fatiguent aussi à aller chercher à butiner et potentiellement des fois qu'elles ne trouvent pas de nourriture, donc ça serait pas foufou. Le fait de nourrir, voilà, les abeilles se focus dans la ruche pour bâtir, pour que la reine ponde, qu'elle s'occupe du couvain. Voilà. Maintenant si tu es sur une colonie faible actuellement, donc c'est-à-dire on est mi-août, une ruche faible, c'est pas ce que tu vas nourrir là mi-août que tu vas avoir une colonie prête à hiverner.
Si ta colonie est trop faible, je te conseille de réunir cette ruche avec une autre, parce que si tu nourris, même si tu nourris surtout, eh bien ça va te faire une perte hivernale. La colonie, s'il y a trop peu de population, eh bien elle passera pas l'hiver. Maintenant, ça dépend ce que tu appelles ruche faible. Nous, on a déjà hiverné des colonies sur 4 cadres. Bon, il y avait quand même des cadres avec pas mal d'abeilles dessus. Mais voilà, ça reste au niveau population d'abeilles, ça dépend la notion que tu as de ruche faible. Donc après, laisse un peu plus de précision si tu veux que je fasse une réponse peut-être un peu plus précise lors de ton... Si tu veux que je fasse une réponse un peu plus précise sur ton cas. Thierry Grassin me demande si on peut hiverner des ruches en altitude. En l'occurrence, il me demande à 1200 mètres d'altitude. Si oui, des précautions particulières. Alors, en France, il n'y a pas non plus des masses d'apiculteurs qui hivernent en montagne, en altitude. Souvent, ce sont des colonies qui sont... déplacés, transhumés plutôt sur les plaines pour l'hivernage, justement pour pas être trop soumis au froid. En l'occurrence, tu me parles de moins 10 degrés. Là, je te parle du cas de figure en France. Maintenant, je sais qu'il y a des pays comme le Canada, par exemple, qui eux, tout le pays est froid, hein, donc ça change rien, ils hivernent pas en plaine. Eux, ils hivernent, ils sont du moins 20, moins 30, même plus des fois. Précaution particulière, oui, si tu les laisses là, à ce moment-là, va falloir réfléchir à comment réduire l'impact des moins 10 degrés sur les colonies, parce que ça peut être assez costaud. J'ai déjà vu des ruches qui étaient séparées par de la paille. En fait, il y avait des ballots de paille qui étaient mis entre les ruches. Derrière les ruches aussi une rangée, et au-dessus des ruches, et tout ça bâché en fait. Il restait entre guillemets que l'avant au niveau de la planche d'envol et à la moitié du corps en fait, où la bâche ne descendait pas, pour que les abeilles puissent faire leurs besoins à l'extérieur. Voilà, quand il fait beau, leur vol de propreté, elles sortent comme ça. Mais voilà, ça demande une certaine logistique. Je ne sais pas combien tu as de ruches, je ne sais pas si ton rucher est idéalement placé, on va dire, pour faire ça. Surtout si tu utilises un emplacement de rucher où les ruches sont toutes collées les unes aux autres, ça va pas forcément le faire. Donc voilà, il y a des possibilités comme celle-ci. Je sais aussi qu'il y en a des fois qui mettent comme un genre d'isolant externe dessus. Son efficacité, je peux pas te le dire parce que moi j'en utilise pas actuellement, mais il y a des possibilités qui existent. On a Ludovic Grandidier qui nous demande qu'il hiverne une ruche d'Adam sur 8 cadres, et combien doit peser la colonie pour cette ruche d'Adam. Alors, normalement, une ruche d'Adam pleine, réserve faite, tout ça, on doit être autour des 30-32 kg. Si tu enlèves 2 cadres comme ça, essaye d'hiverner autour des 28-30 même, j'ai envie de dire. Ce qui fera des très très bons hivernages avec des très très bons stocks de nourriture. Mais si tu es autour des 28 kg sur 8 cadres, ça peut être déjà pas mal. Maintenant, plus tu te rapproches de la trentaine de kilos, et mieux c'est. Question de Sylvain Scoop qui me demande qu'est-ce que je pense des ruches kenyanes. Il nous remercie aussi pour les réponses qu'on apporte et par rapport aux différentes questions qui sont posées. Écoutez, c'est un plaisir pour nous, donc il n'y a pas de souci, sinon on ne le ferait pas. Maintenant, mon avis sur les ruches kenyanes. Pour moi, c'est une ruche qui est très intéressante en fonction du type d'apiculture que l'on veut faire, et aussi en fonction du temps qu'on a de disponible pour aller voir ces ruches. Que ça soit au niveau temps ou au niveau distance aussi. Voilà, des gens qui vont installer des ruches en maison de campagne qui sont pas forcément là régulièrement. Je leur déconseille lors de nos formations d'installer des ruches d'Adam, puisque ce n'est pas du tout des ruches adaptées à ce profil d'apiculture. Maintenant, la ruche kenyane, franchement, moi c'est une ruche que j'adore parce qu'il n'y a pas des masses d'intervention à faire. On reste vraiment sur du naturel, c'est vraiment plutôt cool. C'est une ruche qui sert aussi d'observation, donc on peut aller avec des enfants, de la famille, des amis. C'est une ruche qui est plutôt pédagogique, c'est une ruche qu'on peut utiliser aussi sur de la permaculture. C'est un des modèles de ruche que l'on voit lors de la formation justement en apiculture, permaculture, sol vivant. Donc moi, c'est une ruche que je conseille lors de nos formations. Maintenant, attention en fonction des modèles, c'est ce que je disais en tout début de vidéo. Il y a des ruches kenyanes qui sont de plus ou moins bonne qualité. Surtout actuellement, avec les dernières acquisitions qu'on a faites, on a eu surtout de la mauvaise qualité.
Je ferai pas de mauvaise pub directement sur les réseaux sociaux parce que c'est pas notre politique comme ça, mais voilà, ça devient compliqué de trouver du bon matériel. Donc très bonne ruche en fonction de ce qu'on veut faire. Après oui, c'est sûr, c'est pas forcément une ruche de production à proprement parler. Maintenant ça permet de faire du miel hors rayon, ce qui est ultra demandé et ce qui est un produit ultra noble, voilà, plus que du miel extrait par centrifugeuse. Donc je conseille plus par rapport à ce modèle-là. Question de Christophe Favreau qui me demande quel est mon avis sur à quel moment on doit récolter au niveau des colonies, puisqu'il voit un petit peu de tout sur internet, des personnes qui vont lui dire le matin tôt à 7h30, d'autres personnes qui vont lui dire à midi quand les butineuses sont dehors, d'autres à 18h. Donc il voudrait mon avis là-dessus. Alors je vais te donner mon avis, mais juste avant je vais juste te dire de faire attention malheureusement, voilà, à ce qu'il y a sur internet. Nous on y est, mais on y est parce qu'on teste, parce qu'on vous donne de l'information. C'est bien, il y a de plus en plus de chaînes d'apiculture qui se montent ou de blogs, de choses comme ça, mais il y en a beaucoup, j'ai l'impression, qui recherchent des conseils par rapport au fait de faire des vidéos. Donc après, tout dépend ce que tu recherches, c'est sûr, mais voilà, attention à ce que vous pouvez lire et voir en fonction d'eux, si les personnes n'ont pas testé ou n'ont pas les connaissances nécessaires là-dessus. Maintenant, concernant ta demande, alors moi quand je fais mes récoltes personnellement, en tout cas à la fabrique, nous on récolte entre 11h à peu près et 16h au niveau des colonies. Alors je vais pas te donner un horaire précis, ça dépend aussi à quel moment tu as posé ton chasse-abeille, si tu récoltes au chasse-abeille. Nous en tout cas on récolte au chasse-abeille, donc en général nous là sur la récolte de l'année on a déposé le chasse-abeille à midi 13h le vendredi, à samedi 13h 14h on est revenu récolter les hausses. Voilà. Donc après ça dépend de toi, de tes possibilités. Maintenant très tôt le matin et ou très tard le soir, moi je suis pas très chaud. Pourquoi? Parce que comme tu le dis dans ta question, en journée il y a beaucoup de butineuses qui sont dehors, il y a aussi des mâles qui sont dehors, donc ça réduit la population au niveau des colonies, ce qui est plus facile pour manipuler et récolter. Il faut se rappeler aussi que quand l'apiculteur récolte, pour les abeilles c'est aussi entre guillemets un peu un signe de vol, entre guillemets, donc elles vont vouloir défendre leurs réserves. Donc plus tu as de monde dans la colonie, plus ça va être compliqué à récolter, voilà. Et après tu as cette plage horaire là, moi je te dis entre 10h30 et 11h le matin en fonction des conditions météo, jusqu'à à peu près 16h 16h30, c'est l'idéal. Petit conseil en plus, si tu poses ton chasse-abeille la veille, essaye de le faire aussi quand il fait plutôt beau sur ce créneau là, parce que s'il fait pas très beau, d'expérience je te le dis, ça peut être très sport et l'agressivité peut être présente même sur des colonies qui peuvent être plutôt douces, donc attention à ça. Question de Florence Le Sauce qui me demande quelle est l'utilité de réduire l'entrée des colonies et à quel moment le faire. Alors la réduction des colonies, tu vas avoir différents points. Tu vas avoir réduire l'entrée de ta colonie si elle est plutôt faible ou si elle n'est pas sur l'ensemble des cadres de ta ruche. Par exemple, si tu es sur une dinde en 10 cadres et qu'elle n'en fait que 4, tu peux réduire l'entrée de ta colonie pour que ça soit plus facile pour elle de défendre l'entrée de la ruche. Ensuite, tu vas mettre un réducteur d'entrée aussi au moment où tu vas avoir le frelon asiatique qui va sortir, qui va apparaître devant tes ruches. Ça va éviter à ce qu'il rentre dans tes ruches. Ensuite, tu vas pouvoir aussi mettre les réducteurs d'entrée. Alors, tu l'auras déjà mis puisque tu l'auras mis pour le frelon, mais tu peux après changer de modèle pour l'hivernage, pour éviter que tu aies des petits rongeurs qui viennent se mettre dans ta ruche, ou après aussi tout ce qui peut être tout ce qui peut être vipère, des petites choses comme ça, en fait, des couleuvres qui peuvent rentrer des fois dans les colonies pour aller squatter un emplacement au sec. Mais ça, normalement, tu auras déjà mis le réducteur d'entrée pour le frelon asiatique, donc c'est dans la suite logique des choses, mais tu peux changer de modèle. Et puis voilà, principalement les 3-4 figures où on utilise le réducteur d'entrée. Question de Clément Charlet qui nous dit merci pour les informations. De rien. Première question,
Est-ce que je suis plus partition chaude ou froide? Et ensuite, il me dit qu'il a un apiculteur vers chez lui qui n'a pas traité depuis 9 ans les colonies qu'il a. Il me demande mon avis et ce qu'il fait le comptage. Alors déjà par rapport à la première question, pour l'hiver, moi je suis plus partition chaude. Alors j'achète pas forcément les partitions chaudes en commerce, je les fabrique moi-même, soit avec des cadres neufs filés qui peuvent servir en saison des fois, soit avec des vieux cadres réformés qui n'ont plus de fil et sur lesquels je viens mettre en fait 3-4 tours d'aluminium alimentaire que je viens scotcher sur les bordures, le dessus et le dessous pour pas que les abeilles passent au milieu et que voilà, ça soit bien compact. Voilà, pour l'hivernage, nous ce qu'on utilise. Ensuite, concernant les traitements sur le varroa, sur la personne que tu connais qui n'a pas traité depuis 9 ans, écoute, si elle n'a pas traité, c'est peut-être qu'elle ne doit pas avoir de varroa ou ne pas en avoir, c'est utopique, mais ça doit être très négligeable ou très peu. Nous aussi, ça nous arrive de ne pas traiter certaines ruches qui ont très peu de varroa, qui ont entre 1 et 3 varroa tombés sur 24 heures. C'est des ruches sur lesquelles nous, on ne va pas forcément faire de traitement. Voilà. Donc après, si lui, il est sur des taux très très bas comme ça ne me choque personnellement pas qu'il ne fasse pas de traitement. Question de Phil Constantin qui me dit qu'il a une ruche qui n'est pas entièrement peuplée et il a fait le comptage varroa sur 24 heures, il n'a eu aucune chute. Il me demande si c'est judiciable de refaire un comptage varroa sur 2 à 3 jours, voir s'il y a une différence. Alors, nous sur des ruchettes, s'il y a un comptage varroa qui est fait, forcément tu as moins de chutes impressionnantes que si tu étais sur une ruche d'Adam 10 cadres. Maintenant sur 5-6 cadres, même si tu as du varroa, si tu as une chute, tu peux très bien avoir 10 à 15 varroa sur ta ruchette. Tu n'es pas forcément obligé d'être sur une ruche d'Adam, ça ne change pas grand chose. Maintenant oui, tu peux faire un comptage sur 2 à 3 jours si tu le veux. Maintenant, est-ce que ça sera représentatif par rapport au comptage qui est censé être fait sur 24 heures? Pas forcément. Si tu as 3 varroa qui tombent sur ces 2 à 3 jours de comptage, c'est quelque chose qui pour moi sera négligeable. Voilà. Maintenant, tu peux avoir des ruchettes infestées, hein, très clairement, être en 5 ou 6 cadres et avoir 15-20 varroa. Donc, je dirais que c'est plutôt bon signe. Maintenant, est-ce que tu as bien graissé ta plaque pour le comptage varroa? Ça, c'est nécessaire vraiment pour essayer de capturer un maximum de varroa sur ta plaque. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à nous laisser un commentaire aussi en dessous de la vidéo. Si tu veux être tiré au sort pour gagner une ruche sur le mois d'août. N'hésite pas à télécharger l'e-book dans la description sur les 10 plantes mellifères, à aller voir aussi les différentes formations qui peuvent être prises en charge via ton CPF. Quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.